Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve, on est toujours et de nouveau chez S Automobile, la concession Peugeot de Charleville-Mézières. Et puis vous avez vu, précédemment je vous avais fait la vidéo du petit tour complet comme d'habitude de cette i3008. Et puis cette fois, dans cette vidéo aussi, on va faire une vidéo un petit peu différente et je vais vous présenter mes Nord-Ardennes, là où j'habite. On va partir là de Charleville-Mézières de la concession. On va se rendre à Givet, tout au bout de la petite pointe qui rentre dans la Belgique. Et puis on va revenir ici et comme ça on va faire un petit point un peu plus global sur ses impressions sur cette voiture et voir comment elle se comporte dans un petit quotidien d'une journée. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Donc voilà, on est parti, on prend le volant de l'i3008, finition GT, et on va partir sur les routes. Alors je vous emmène de Charleville-Mézières jusqu'à Givet, on fera le sens contraire, ça permettra d'avoir une bonne notion un petit peu de ce qui se passe sur la route, et puis en plus, c'est chez moi, je vais vous montrer un petit peu cette route qui est assez magnifique. Moi j'aime beaucoup le Nord-Ardennes, on n'y pense pas beaucoup, mais pour passer les vacances, c'est super agréable. Toujours est-il que là, on va démarrer, donc on est rentré dans la voiture, elle s'est un peu allumée, mais il faut la démarrer en appuyant sur le bouton, en maintenant un petit côté assez long, hop, là voilà, c'est parti. Le sélecteur de vitesse c'est super sympa, moi j'aime bien le fait qu'il soit sur le tableau de bord comme ça, je trouve que ça c'est génial, parce que du coup il gêne absolument pas toute cette console qui est magnifique, je vous invite d'ailleurs à retourner voir la review totale de cet intérieur. Donc c'est parti, je me suis mis en D, on est parti, on y va, direction, j'y vais. Alors, on ne l'a pas rentré dans le GPS, mais c'est vrai qu'on pourrait très bien le rentrer dans le GPS, donc c'est ce qu'on va faire. Je me mets sur le petit iToggle ici, je sélectionne la navigation, ici j'arrive, je clique directement sur où je veux aller, hop, cette fonction peut vous distraire à la conduite, on le sait, là je suis encore en train de partir, donc je vais mettre j'y vais, on va pas s'embêter, on va mettre simplement ça, hop, j'y vais France, 44 km, le parcours, donc il nous indique qu'on en a pour 56 minutes, on a 78 km et actuellement on a 78% de batterie. Quand on regarde sur l'écran, il nous met pas, il a un planificateur de trajet, comme vous le savez. Il nous met pas de borne de recharge parce que on n'a pas besoin de recharger techniquement. On a 525 km d'autonomie pour 100%. Ce qui est indiqué, c'est l'autonomie qui est indiquée dans la norme WLTP d'ailleurs, avec cette batterie de 63 kWh. Donc je fais aller. Vous arriverez à destination à 11h50. Allez, c'est parti, 11h50. Ça sera pile le bon moment pour aller manger un morceau avant d'aller faire quelques courses et avant de rentrer en cette fin de journée. Hop, c'est parti. Je sais, j'ai pas mis mon Clio. Après 220 mètres, dirigez-vous vers la droite en direction de Reims. Si vous regardez le GPS, donc on arrive à 11h51, on a 70 km. On a 50 minutes de trajet, on peut voir que là, il nous a fait prendre l'autoroute. Donc, on est parti de Charleville-Mézières, on va à Givet, et là, on a 43 km d'autoroute sur la 304. Alors, honnêtement, ça serait beaucoup plus joli si on partait par les petites routes, mais je pense qu'on fera ça plutôt au retour. Là, je trouve intéressant du coup de faire une partie du trajet sur autoroute. Ça va nous permettre de voir un petit peu l'ensemble. Je vais même, d'ailleurs, dans cette finition GT, avec l'option du toit ouvrant, en profiter pour ouvrir un petit peu déjà et pour donner un petit peu plus d'éclairage. Et regardez ce petit panneau qui s'enlève nous dévoile un toit ouvrant en deux parties qui est plutôt sympa parce que ça veut dire que même les places arrière peuvent bien en profiter si on était à l'arrière. Et d'ailleurs c'est toit ouvrant, donc on peut l'ouvrir également. Hop. Bon, fatalement on a un peu plus d'air qui rentre, mais du coup je vais le refermer pour qu'on puisse s'entendre correctement. Hop. Mais toujours est-il que pour le moment j'ai mis le régulateur de vitesse, on en profite, on est sur l'autoroute 41 km je vous rappelle, je l'ai mis à 110. Alors par contre là je trouve marrant, mais il m'indique une consommation de 4,4 kWh. Alors je suis un peu surpris. Moins 250. Un meilleur parcours a été trouvé. Recalculez le parcours. Ça c'est marrant, le GPS vient de nous trouver un nouvel itinéraire.
Il a décidé de changer de lui-même. Bon, au final, c'est pas plus mal. C'est grâce au planificateur d'itinéraire notamment, où il regarde un petit peu là où il peut économiser le plus en batterie. Et en l'occurrence, il nous indiquait qu'on allait arriver avec une batterie de 78%. Et là, avec ce nouveau calcul qu'il nous a fait, on va faire un peu moins d'autoroute. Il nous propose d'arriver avec une autonomie de 81%. C'est mieux que les 78%. Donc en théorie, il nous fait gagner 3% de batterie en changeant l'itinéraire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai mis le régulateur de vitesse en fonction. Donc je suis à 110. On va rester à 110 sur ces 23 km. Et c'est assez agréable. Alors ce volant, ce petit volant, je trouve ça assez chouette. Alors c'est marrant d'avoir, on a souvent les fonctions au volant, mais là elles sont quand même assez importantes. Alors c'est du pseudo-tactile ici, c'est pas des boutons réels, on est plus à la type un peu Volkswagen avec les ID. On aime ou on n'aime pas, mais du coup ça fait un volant qui est paradoxalement tout petit, mais avec des fonctions de boutons qui sont assez grandes. Et au final, à la manipulation, je trouve que ça fonctionne pas mal. Donc moi j'aime plutôt bien. Alors on est sur cette finition GT avec le pack de conduite autonome de niveau 2. Donc elle se conduit vraiment toute seule. Je pourrais très bien lâcher quand même le volant et la laisser partir. Bon, on va pas le faire, mais regardez-moi ce paysage. Là, on quitte Charleville-Mézières et on est en pleine direction de la vallée des Ardennes. Et vous allez voir, donc là on a encore un petit peu de plaine. Et puis on va arriver à des paysages beaucoup plus vallonnés jusqu'à arriver dans la vallée complète avec la Meuse. Et ça vous verrez, on va sûrement plus au retour de Givet. Mais c'est un coin qui est magnifique et je vous encourage à venir le visiter si vous ne connaissez pas. Bon nous on va continuer notre petit trajet puis je reprendrai un petit peu plus tard. Ces iToggle là qui se trouvent sur le tableau de bord, c'est quand même vraiment très très pratique pour accéder aux différents menus et le fait qu'on puisse les paramétrer comme on veut, je trouve ça vraiment génial dans le principe de se dire même qu'on peut l'adapter. Par exemple l'hiver on va pouvoir régler et installer le volant chauffant ou les sièges chauffants directement sur le toggle. Peut-être que l'été on en a moins besoin, peut-être qu'on va changer ces widgets et s'en mettre d'autres, ces iToggle, peut-être s'en mettre d'autres pour avoir, puisqu'on n'en aura pas besoin de ces sièges chauffants finalement l'été. Bref, je trouve vraiment intéressant cette configuration. Par contre, un petit détail, c'est que l'écran il est quand même assez brillant. Et quand le soleil reflète dessus, au final, on ne les voit pas très bien les toggles. Donc, ma foi, soit on sait très bien ce qu'on a mis et puis on va les retrouver facilement, soit on va être obligé un petit peu de tourner la tête pour trouver le bon angle pour pouvoir voir exactement ce qui est noté sur le iToggle. Donc, là, c'est peut-être juste une petite note à l'usage. C'est pas quelque chose qui doit être fatalement quelque chose de rédhibitoire absolument, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage que je trouve que ça soit un petit peu comme ça, un petit peu trop réfléchissant à la lumière. J'en profite aussi également tant qu'on est un petit peu sur ces écrans. Alors honnêtement, hyper agréable. Je trouve que ce grande dalle de 21 pouces, elle est superbe. Alors on a une partie tactile ici sur la droite et puis une partie fixe sur la gauche. Le fait que sur la gauche on puisse paramétrer un petit peu ces petites choses, vous pouvez le revoir encore une fois dans ma vidéo précédente, mais je trouve ça sympa. Par exemple là, pour le coup, si je me balade pour trouver et pour changer les différentes configurations, quand on est là par exemple sur le GPS, regardez la qualité et de cette interface ici comparée à l'écran d'à côté, où là on a un tout petit écran avec la climatisation sur les côtés. Et au final c'est agréable. Je trouve que c'est vraiment sympathique d'avoir cet écran face à soi qu'on peut paramétrer et changer plus à volonté. Alors je reviens sur celui que j'avais sélectionné juste avant là, celui-ci. Et regardez, il y a une petite chose que je trouve un petit peu, alors je vais aller un petit peu plus loin dans les réglages pour voir un petit peu, mais regardez ici. D'habitude, on a la consommation kilowatts au 100 km et ça nous permet de voir un petit peu et on sait sur quelle valeur on est. Et je dirais même que dans la plupart des voitures électriques, on a cette consommation et du coup,
on a notre référence, on sait que par exemple chez Hyundai Kona, on va être autour de 11-13 kWh sur un trajet un peu classique mixte, contrairement par exemple à moi ma MG4 où on va être on va peut-être être plutôt à 15-16 en été. Hop, je dois juste sortir, donc je vais couper l'assist, hop, et puis je vais prendre ma petite sortie. Hop, regardez, hop là. Alors je coupe du coup dans mon explication que j'étais en train de faire sur cette consommation, juste pour vous dire que les sons de clignotant, tant qu'on sort de l'autoroute, et je trouve que les sons sont plutôt agréables et sont plutôt bien travaillés. Là par exemple, hop, je sais pas si vous entendez bien le clignotant, mais il est vraiment je trouve agréable au son. Hop. Et ce silence qu'on a à l'intérieur de cette voiture, c'est génial. Hop. Bon, on est reparti sur l'explication de ces kilowatts au 100 km. Donc, on a cette notion, on a l'habitude de ces valeurs. Et là, si on regarde ici, au début, je comprenais pas trop sur l'écran parce que je vois ici, on a la consommation en direct et puis on voit, 25 ça va, 16 ok, 11 et puis on est à 9 et parfois on descend à 5, 2. Regardez, quand on est dans un rythme de croisière, on va être à 6 et quelque chose comme ça. Et puis des fois on est à moins 999. Donc je comprenais pas trop et je me dis tiens, c'est bizarre, c'est pas les mêmes valeurs que je retrouve sur les autres véhicules. Et du coup je suis un petit peu perdu dans le sens où j'ai pas encore très bien compris ce qu'était cette valeur exactement, parce que quand on la regarde plus précisément, on voit en dessous, tiens, regardez là, justement, on a moins 166, 76, qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Et en fait, il y a marqué kilomètres par kilowattheure. Donc au final, ça voudrait dire que la valeur qui est notée, c'est plutôt une valeur au kilomètre par kilowattheure. Donc ça veut dire que là, il nous indiquerait, à ce rythme-là, on est, là, il m'indique 8, donc ça voudrait dire 8 km par kilowattheure. C'est marrant parce que du coup, c'est pas la même notion qu'on retrouve chez les autres. Donc j'ai du mal à trouver ça pertinent pour pouvoir faire une comparaison de consommation où c'est comme si sur nos vieilles essences ou quoi que ce soit, on n'avait plus de jauge à essence, mais je sais pas, on avait... bon non, en fait je veux pas d'exemple. Mais c'est un peu perturbant, je trouve. Et je vous reprends, il me reste à peu près, il nous reste 19 km sur les 78. Il nous dit qu'on arrive avec 82% d'autonomie. Donc pour le moment, tout a l'air d'être bien respecté. Ça voudrait dire que le planificateur respecte bien ce que l'on veut. Mais là je vous reprends parce que j'ai une petite chose que je voulais vous montrer. J'ai trouvé, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais là de cette valeur que je trouvais un peu bizarre sur le compteur. Et regardez maintenant, c'est bon, j'ai bien mon kilowattheure au 100 km qui est affiché. Et ça, tout simplement, hop, je vais vous montrer. Hop, tout simplement, si je vais dans les paramètres sur mon petit toggle, ici, j'ai dans le système la possibilité, unité de distance et consommation. Et par défaut, on était, hop, ici, sur kilomètre par kilowattheure. Donc fatalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le kilowattheure au 100 km. Donc voilà, je l'ai activé. Et là, du coup, là, j'ai bien les valeurs auxquelles je m'attends sur le compteur. Hop, je reviens sur mon GPS. Voilà. Donc c'est intéressant. Voilà, on a découvert ça ici. Alors, je l'aurais sûrement découvert dans l'autre vidéo que vous aurez vu sur la review. Mais là, encore une fois, je vous fais les deux vidéos en même temps. Donc il y a sûrement des choses, que j'aurais déjà dites dans l'autre vidéo ici. Mais ici, là, on est plus dans un petit florilège et un petit vlog en fait au final où on fait ce trajet et puis on découvre la voiture parce que finalement là, techniquement, je l'ai depuis pas très longtemps. Donc sur ce premier trajet, je vous fais profiter de mes petites découvertes. Même si elles se retrouveront dans la review beaucoup plus précise puisque j'aurais déjà découvert ça ici. Hop, regardez le train. Et profitez-en pour regarder ces paysages. Donc là, on a quitté Charleville-Mézières, on a eu sur les 78 km de trajet à peu près une vingtaine de kilomètres sur l'autoroute. On a un peu plus d'une trentaine de kilomètres sur route.
Et là, vous voyez ces paysages. Donc on a la Meuse en bas. Bon, là, il y a la ligne de chemin de fer, on ne la voit pas trop. Mais vous allez voir un petit peu plus tard, c'est magnifique. Alors là, vous avez juste derrière moi le château de Hierges. Une petite ville, une des plus belles, un des plus beaux villages des Ardennes d'ailleurs, du Nord Ardennes en tout cas. Bon, des Ardennes globales, hein, parce que le sud de l'Ardenne, c'est pas aussi intéressant que le Nord. Hein. Mais bref, petit détail, j'ai changé mes écrans ici. On est encore à 7 km. Hop là, il a fini de parler. On est encore à 7 km de JV. Je me suis amusé à changer un peu mes écrans. Donc j'ai mis le GPS sur l'écran principal, ce que je trouve beaucoup plus joli, hein, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et puis à côté, j'ai mis la consommation d'énergie, l'utilisation depuis le dernier démarrage. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur une moyenne à peu près de 13,6 kWh. Bah, c'est dans la moyenne, hein, en sachant que j'ai dit 78 tout à l'heure, mais non, c'était 78% de batterie qui nous proposait à l'arrivée. Je crois qu'on a fait 68 km, quelque chose comme ça au total. Enfin 60 pour l'instant, puisqu'il nous reste encore 7 km à faire. Et donc une conso de 13,9 kW. Bah au final, je trouve que c'est plutôt raisonnable, sachant qu'on a eu quand même pas mal d'autoroutes sur ce trajet, je dirais un bon gros tiers. Donc la conso me semble tout à fait acceptable. Donc on va voir bien sûr à l'usage. Autrement, bon là on n'a pas d'ombre du tout, hein, mais ce que j'adore, c'est que la lumière ici qui se reflète sur ces petits rectangles, c'est vraiment sympa, parce qu'en fait on n'a qu'une bande de LED qui se trouve à l'intérieur, et puis il se trouve à l'intérieur ici, et ça reflète la lumière. Et donc on peut changer cette lumière à volonté, hein, comme vous le savez dans les paramètres. Et je trouve ça vraiment super intéressant. C'est que dès qu'on a de l'ombre, ou alors la nuit, ça doit être super. Bon là, j'ai pas l'occasion d'être de la nuit, mais la nuit, ça doit être vraiment génial. En tout cas, dès qu'on est dans des périodes d'ombre, on a ce faisceau lumineux qui est sur tout le long. Enfin, c'est même pas un faisceau du coup, puisque ça se reflète sur tout le plaquage. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Là, regardez, on a une petite zone d'un peu plus ombre. Hop, vous voyez, dès qu'on a un petit peu d'ombre, hop, là c'est marrant, hein, on voit juste les arbres, et vous voyez. Donc dès qu'on a une ombre un peu plus présente, et ben on a cette lumière qui est super intéressante et qui change vraiment l'ambiance du véhicule, hein, finalement, hein, parce qu'encore une fois, c'est pas simplement un petit bandeau LED, c'est toute une ambiance. Et ça, c'est bien vu. Alors là, on arrive sur Givet, on n'est plus qu'à 2 km. Et donc là, c'est l'entrée de Givet que vous avez en face, avec en haut le fort de Charlemont, où c'était un ancien fort, hein, et un camp militaire. Et puis maintenant, ils ont dédié ça à des activités plus ludiques. Et puis vous avez la Meuse, hein, sur la droite. C'est magnifique cette route qui longe la Meuse. On le verra plus au retour, hein, où on aura encore plus l'occasion, parce cette fois on ne prendra pas de partie d'autoroute, on rentrera à Charleville par la route, ce qui sera un peu plus court, mais qui sera beaucoup plus joli en plus. Et la ville de Givet qui est assez sympa, hein. C'est une petite ville où on peut bien profiter des petits restos dans le centre-ville. Et puis il y a tout un petit centre commercial qui est assez agréable si on doit faire ses courses. Beaucoup de Belges qui viennent ici, hein, forcément, on est juste à la pointe. Donc la Belgique vient faire ses courses souvent en France, parce que, il faut le dire, c'est un peu moins cher. 140 mètres, traversez le rond-point et prenez la première sortie, puis tournez à gauche. Voilà, on est arrivé à Givet. Regardez, on a le fort de Charlemont qui se trouve là-haut. Nous, on va aller manger à une terrasse en ville juste derrière, le long de la Meuse. Et en attendant, ici, en se garant sur le parking, je n'ai pas filmé ce moment-là, mais regardez, j'ai encore la caméra 360 qui s'est mise ici. Alors, je trouve un petit inconvénient, hein, perso, comme je l'ai déjà dit, le fait qu'elle s'allume que quand on met la marche arrière et qu'on n'a pas possibilité de l'allumer quand on fait à tout moment par un petit bouton comme sur d'autres voitures. Je trouve ça un petit peu embêtant. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit bouton, un toggle par exemple, qui nous aurait permis de pouvoir activer la caméra 360, parce que des fois, comme là dans l'entrée de ce parking qui était par là un petit peu escarpé, et au final j'aurais bien aimé voir l'avant pour être sûr que je ne touche rien. Alors il y a les capteurs, hein, il y a des capteurs à l'avant et à l'arrière, et les capteurs se mettent en marche, mais on n'a pas les caméras qui s'activent si on met pas la marche arrière, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Autrement, sur cette fin de trajet, bon, il nous mettait qu'il nous restait un petit peu de distance, mais dans les faits, si on regarde bien, on a une consommation donc
de 15,4 kWh. On a fait, il nous indiquait sur le trajet qu'on arrivait avec 81% de batterie à la base, même si c'était 78 au départ, on arrivait avec 81 après le recalcul de l'itinéraire. Ici, il nous indique qu'on est à 82% à l'arrivée. Or, là, il nous reste 600 mètres, mais on est à 83% de batterie. Donc, le jeu est rempli. Par contre, au niveau de l'autonomie, il nous indiquait 525 pour les 100% de batterie au départ. Là, il nous indique qu'il nous reste 419 d'autonomie. Ça voudrait dire qu'on ait fait 110 km. Or, on a fait un trajet mixte où on a fait un petit peu de route et un petit peu d'autoroute. Je dirais même qu'on a fait un tiers au niveau des distances pour combien on a fait 60 et quelques kilomètres, je crois. Et sur ces kilomètres-là, au final, lui, il nous dit qu'on a perdu 115 km. Non, on n'a jamais fait 115 km. Donc là, pour le coup, c'est pas tout à fait juste. Alors après, on pourrait se dire qu'on a eu pas mal de dénivelé ou de choses comme ça qui font que la batterie s'est un petit peu diminuée. Mais en même temps, si on regarde la conso globale sur notre trajet de 15,5 kWh, au final, elle est pas scandaleuse. Donc en théorie, on est dans une consommation qui aurait dû être tout à fait normale. Donc bon, on verra ce que ça donne au retour. On va faire un petit peu plus de route sans passer par l'autoroute, voir un peu ce que ça donne. En attendant, nous, on va aller manger. Donc finalement, on n'a pas trouvé la terrasse qu'on voulait le long de la Meuse, mais c'est pas grave. Ici, c'est magnifique. Alors la fumée là-bas, c'est la centrale nucléaire de Chaux. C'est juste le petit truc qui est un peu dommage, mais bon, ça va. La fumée n'est pas noire, heureusement. Et nous, on va aller manger ici, à la Casa Mia, un petit restaurant. Il y a une super petite terrasse. Ça va être très sympa. Bref, on vous laisse. On vous reprendra un petit peu après avec la i3008. On a le fort Charlemont qui se trouve en face. Et puis, tout le centre-ville. Donc, je viens de finir la présentation. Regardez, hop, les vélos qui passent. Donc, je viens de finir la présentation. Je me suis arrêté à cet endroit-là pour faire la présentation, vidéo que vous avez vue sûrement précédemment, ou sinon je vous invite à la regarder. On était venu jusqu'à Givet, maintenant je dois repartir jusqu'à Charleville-Mézières. Comme je vous avais dit, au lieu de passer par l'autoroute et par le petit côté mix autoroute-route, cette fois on va passer que par les petites routes pour rejoindre Charleville-Mézières. Donc c'est parti, on repart et je vous emmène dans mon trajet. Je vais mettre le GPS et cette fois j'ai envie de lui dire, donc on a 58 minutes, on a 74 km, donc c'était bien 78 je pense tout à l'heure. On a 60% de batterie, ça devrait être notre arrivée, donc en théorie on n'a pas besoin de recharger non plus. J'ai envie de dire encore heureux puisqu'on avait 100% de la batterie. Je vais regarder les parcours parce que il nous propose l'autoroute, mais moi j'aimerais bien un autre parcours et parce que là on doit passer. Il nous fait passer même par Couvin, la Belgique, pour rejoindre Charleville. Or, moi, j'ai envie de faire cette distance-là. Alors, et est-ce qu'il peut nous proposer ? Je vais lui dire que je veux pas d'autoroute, qu'on veut pas de péage. Hop. Voilà. Et là, maintenant, il nous indique, déjà, vous voyez, on a 61 km, 1h03, donc on va mettre un peu plus de temps. Et par contre, il nous restera 65% de batterie à l'arrivée. Et donc là, normalement, en théorie, on va passer par toute la vallée. Vous allez voir, c'est magnifique. C'est parti. Vous arriverez à destination à 16h50. 16h50. On arrive chez S Peugeot à 16h50. C'est parfait parce que j'avais prévu de rentrer entre 17 et 18. Donc on retient 61 km. Déviation 1h04. Recalculer le parcours. Il nous fait déjà, donc on est à 61 km, 1h04. Ça reste la même chose. Ce petit son de clignotant, moi je l'aime bien. Qu'est-ce que t'en penses, Lolo ? Lolo, elle est bien aussi. C'est parti. En sachant qu'à l'aller pour venir ici, on était à une consommation de 15 kWh à peu près. Donc, si on avait une partie d'autoroute à l'aller, en théorie, encore une fois, sur ce retour, on devrait avoir une consommation qui devrait être beaucoup plus basse. En tout cas, beaucoup plus basse. Allez, si je fais une estimation, je dirais qu'on devrait être entre 13 et 14 en théorie, si on était à 15 avec les morceaux d'autoroute qu'on avait fait. Donc on va voir ce que ça donne.
bien que je vous avoue qu'on va peut-être mettre un petit peu, hein, on ne l'a pas fait à l'aller, mais je pense que je vais mettre un petit peu le côté sport au retour. Parce que sur les petites routes sinueuses, ça peut peut-être être sympa de voir un petit peu quand même comment elle donne et son comportement routier un peu plus, si on la sollicite, un petit peu plus. Donc je suis en mode normal, je vais passer en mode de sport et vous allez voir, je reste, et je sais pas si on va le sentir, hein, mais je reste le pied sur la même puissance sur la pédale, je suis à 62 km/h. Je passe en sport, j'ai maintenu mon pied exactement à la même au même niveau et là je suis à 69 km/h. Donc en gardant exactement le même niveau et en passant en sport. Bon, j'avoue même que ça continue d'avancer. En fait, vraiment, hop. Ouais, la puissance. Franchement, le couple est vraiment très très bon sur cette i3008. Le mode sport est bluffant. Regardez, là, vous avez la centrale nucléaire de Chaux. Donc centrale nucléaire hyper bien placée parce que au final elle se trouve donc à la pointe qui rentre dans la Belgique, hein, dans le Nord Ardennes où on se trouve actuellement. Et ce qui est sympa, c'est que toute la fumée part vers la Belgique. Donc je pense que l'État français peut pas mieux la placer pour envoyer toutes les fumées vers un autre pays. Là, c'était le château de Hierges qu'on vous a montré juste un instant sur le trajet du retour. Alors une chose aussi que je voulais vous évoquer sur les écrans, c'est le GPS. Alors le GPS, bon, si je suis sur le menu Home, hein, je me retrouve avec ma climatisation. Encore une fois, c'est le pré-réglage qu'on peut avoir fait dans la personnalisation, hein, avec la touche du menu Home qui se trouve là ou ici sur le toggle. Si je vais sur la navigation, en appuyant dessus, je me retrouve avec la navigation complète sur mon écran. Il y a 2-3 choses que je trouve sympa aussi bien en animation. Donc bon, on a le son qu'on peut activer ou désactiver, mais il y a 2-3 petites choses que je trouve sympa. C'est ici, regardez, ce petit bouton avec le trajet. Si je clique dessus, hop, il me fait une animation où il me montre exactement la route que j'emprunte. Et d'ailleurs, là où ça peut être sympa, c'est si je me mets en personnalisation sur mon écran ici et que je passe sur le GPS, on peut voir qu'ici j'ai le GPS avec ma route qui s'inscrit dans mon écran de conduite, et de l'autre côté, je peux choisir de garder cette formule là où je vois finalement mon trajet, où j'avance tranquillement des deux côtés. Je trouve que ce que j'aime beaucoup dans cette interface et dans cet écran de 21 pouces au final, c'est que on se retrouve avec des espaces qu'on peut vraiment non seulement moduler au niveau des widgets etc. et de nos interfaces, mais c'est qu'on peut aussi répartir un peu ce qu'on a envie. J'ai envie de suivre ma conso sur un trajet, je me mets les actualités d'énergie sur l'écran d'infodivertissement, et puis je me mets sur l'écran de conduite ma consommation au kilowatt au 100 km en direct. Et en fait, je peux créer mes espaces comme ça et jongler avec et m'amuser et avoir ce que j'ai envie de voir. Et ça, je trouve que c'est plutôt pratique. Si je reviens sur ma carte, ici sur le GPS, j'ai aussi ici, avec le petit bouton de croix, je peux très bien annuler mon itinéraire très facilement, alors que des fois sur d'autres GPS, et notamment Waze, j'aime pas trop, on doit appuyer sur la touche en haut, c'est un peu chiant. Là, je trouve que c'est plus limpide et plus lisible. J'aime beaucoup encore une fois cette interface. Alors, si on fait un petit point sur la conso de la voiture, on a vu qu'à l'aller, on a quand même perdu beaucoup de pourcentage de batterie. Là, si on suit la théorie, on a 77% de batterie actuellement pour 362 km d'autonomie, et on devrait arriver avec un pourcentage de 65% de batterie, et il nous reste 50 km à faire. Donc, si on fait un petit rapport, ça voudrait dire que 50 km alors qu'on a 351 km, ça veut dire qu'on a un septième qui part un petit peu. Si on a 77%, ça veut dire que on a 11% de batterie qui partent. Donc, finalement, ça correspond. Ça correspond, puisqu'on viendrait à 65% de batterie. Entre les 65% de batterie et les 77% de batterie, on a 12%. Au final,
entre mes 11% que j'avais calculé rapidement sur l'aspect kilomètre, et ben on les retrouve sur l'aspect batterie. Donc ça voudrait dire que on aurait beaucoup moins consommé au retour qu'à l'aller. Bon, c'est possible puisqu'on n'a pas pris l'autoroute, etc. Mais dans les faits, je pense quand même que le démarrage, si on arrive vraiment à ce fait-là, c'est que le démarrage, les 525 km, à mon avis, à 100%, ils y sont peut-être pas forcément quand même. Hein. Alors, regardez ces formes de rétroviseurs aussi. C'est ce que je vous parlais lors de la présentation, hein, dans la précédente vidéo. C'est que regardez un petit peu ces rétros qui au final sont très hauts. Et donc du coup, largeur plus une grosse hauteur, et ça donne un gros rétroviseur, ou en tout cas ça donne une grande surface de visibilité. Et franchement, c'est confortable. Et c'est assez atypique de voir cette forme. Donc ça c'est quelque chose que je trouve sympa aussi, c'est que ça change d'avoir une forme qui est un petit peu moins rectangle. Alors du coup, je sais pas si vous pouvez voir, je m'amuse à changer les couleurs de l'intérieur de la voiture. Et donc vous voyez, on voit bien, et alors c'est super marrant d'avoir vraiment cette diffusion. Là je vais passer en jaune. Regardez un peu cette diffusion qui se déroule un peu partout, hein. Regardez sur mon côté aussi, ici. Ça donne vraiment bien, et en plus c'est vraiment du coup une lumière qui est diffuse, donc elle est très douce, elle est très agréable, elle est aussi un petit peu sous le tableau de bord ici, au niveau du chargeur à induction. Et franchement, c'est du plus bel effet quand on passe à l'ombre. Alors la nuit, qu'est-ce que ça doit être? Alors là, on est arrivé dans ma ville de cœur, Revin. Vous voyez, on passe la Meuse, c'était super joli. Et on arrive à Revin. Un des cafés super sympa là sur la gauche, le Relais du Croutard. Alors si vous avez l'occasion de passer dans le coin, ils ont une superbe grande terrasse où on peut manger aussi. Donc ça c'est agréable. On est sur la route principale et on a plusieurs endroits qui sont plutôt sympas. Là sur la droite, vous avez le Garibaldi. Alors c'est un lieu où vous pouvez me retrouver de temps en temps le week-end. Si jamais vous passez dans les Ardennes. Alors là, c'est le deuxième pont de la ville. Regardez la Meuse, ici la halte fluviale. On peut aussi faire du pédalo. Ça c'est plutôt sympa. Là on est à la sortie de Revin et on est sur la côte des Masures. Alors la côte des Masures, c'est une côte. Donc ça monte assez. En général, ça fait bien monter la moyenne une fois qu'on est arrivé en haut. Et puis, je dirais qu'on tourne autour de, sur la MG4, je peux monter à 25-30 kWh sur la montée. Et là, par exemple, si on regarde, si je pousse un petit peu, j'arrive tout de suite à 40, 47, 49. Allez, on va pousser un petit peu. Hop, 50. Voilà, c'est un chiffre que j'avais jamais vu sur la MG4 personnellement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, regardez, j'accélère et on passe pas au-dessus des 50. Chose intéressante, du coup, je vois pas trop l'intérêt, mais on peut le signaler quand même. Ma foi, il peut pas dépasser les 50 kWh au 100 km d'affichage. Et j'ai vu aussi que du coup c'était la même chose pour les moins 50, les motos elles passent un petit peu près. Et donc c'était pareil pour les moins 50. Côte des Masures, qui dit Côte des Masures dit descente dans le sens contraire. Et du coup les motos, franchement, d'ailleurs si vous êtes motard, cette route là, elle est assez prisée. Parce que il y a beaucoup de petits virages le long de la Meuse, ça monte, ça descend, c'est rigolo. Donc voilà, on n'est pas encore arrivé tout en haut, mais on voit effectivement qu'elle consomme un peu. Alors j'ai mis le petit côté énergie sur l'utilisation et il y a marqué depuis le dernier démarrage. Si on suit depuis le dernier démarrage, on voit une consommation de 9,8 kWh. Alors j'avoue que je comprends pas trop. Alors est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est l'histoire là on n'est pas aux 100 km mais ça consomme quoi au kilomètre? Non, non, pas au kilomètre.
Donc je sais pas trop, mais ça me semble pas beaucoup dans tous les cas. Donc ça ne peut pas être ça à mon avis. Si on regarde sur l'historique, il y a un mode historique et là au dernier démarrage, on voit un 18,3. Là, ce qui est tout à fait beaucoup plus plausible, surtout que regardez, j'accélère un peu, on vient de passer la montée, on est presque arrivé en haut de la montée, donc on monte 18,8. Donc là par contre, là c'est fortement probable qu'on soit. Donc ça voudrait dire que sur l'onglet historique ici, on serait peut-être bien à la moyenne depuis le dernier démarrage. Et là c'est intéressant. Donc ça voudrait dire que depuis qu'on est parti de Givet, en comptant cette grosse montée là, on serait à 18,8, en sachant que cette grosse montée normalement c'est la seule qu'on va avoir jusqu'au bout. Moi je miserais sur un... je pense qu'on peut tabler sur un 14-15, allez peut-être même un 13, peut-être un 13 à l'arrivée. Mais je pencherais plutôt pour un 14. Ce qui honnêtement serait un bon résultat. Hein. Ça c'est une route en plus que je connais bien. Donc je peux vous dire que si on est à ce résultat de 13-14, on serait en dessous, on serait à une conso qui serait en dessous de la MG4 et un peu au-dessus de la Kona. Alors là sur la droite, vous pouvez voir le lac des Vieilles Forges. Superbe lac. Alors l'été c'est complètement blindé. Il y a activité nautique, il y a une plage, etc. On est à 7 km de Revin, à moins de 20 km de Charleville. C'est un endroit qui est très prisé parce que s'il fait beau comme ça là, c'est la folie. Sinon, moi je voulais vous dire que du coup je me suis un petit peu amusé avec les e-toggle là, et que par exemple dans les paramètres, regardez moi. Donc là il y a deux choses qui m'intéressent, hein, c'est la navigation qui m'indique mon trajet, etc. Et puis j'avoue que je suis intéressé aussi par la consommation. Donc juste à côté, je me suis mis le toggle de l'énergie. Comme ça, j'appuie dessus et je vois mon historique avec mes 16,7. Et vous voyez tout à l'heure, en haut de la Côte des Mazures, on était à 18,8 je crois. Et puis on est déjà descendu, alors on monte un petit peu, à 16,8. Donc honnêtement, et en plus, en sachant que je suis en mode sport, j'ai gardé le mode sport. Alors, de toute façon, on est d'accord, hein, si j'ai une conduite souple avec le mode sport, je ferai une consommation qui sera raisonnée aussi. Mais voilà, c'est juste pour signaler, je suis quand même en mode sport sur la voiture. Et on va voir ce que ça donne à l'arrivée. Mais franchement, en tout cas, la base de ce que je voulais dire là, c'est que ce toggle, c'est vraiment génial. On paramètre son petit truc, on fait ses petites préférences, en sachant qu'en plus, on l'a vu dans l'interface, dans la précédente vidéo, on peut se créer des profils. Donc, ça veut dire qu'on peut se créer plusieurs profils et pouvoir ainsi régler ces choses. Ah, un petit vélo. Donc là, je suis obligé de ralentir. On va pas lui mettre la pression. Voilà, on est presque arrivé à la concession S automobile de Charleville-Mézières, le concessionnaire Peugeot. On va aller ramener cette i3008 et on peut faire un premier bilan sur cette conso. Hein. Donc il nous reste 2 minutes. 2 minutes, 430 mètres. On devrait arriver avec 67% de batterie et on est à 68% de batterie. Par contre, Désolé, on est... Je ne pense pas que je comprenne. Non, je t'ai pas parlé. Donc, il nous reste dans la voiture 68% et 290 km d'autonomie. Donc, je vous laisse imaginer, en sachant que on a peut-être un peu débordé. Donc, on avait 70 km à peu près à l'aller. On va arrondir aussi 70 km au retour. On a fait quelques kilomètres entre, donc on va se dire qu'on a fait à peu près 150, allez, on va dire 160 km en voiture. Il nous reste 290, je vous laisse calculer. Chez moi, ça fait 440. Ça fait pas 525. Donc on a un gros manque. Par contre, on a une consommation de 14,7 kWh. Donc, la consommation, elle est pas si mauvaise. Donc j'avoue que je ne sais pas où sont passés tous ces kilomètres. Alors est-ce qu'ils sont partis dans la clim? Est-ce qu'ils sont partis quelque part ailleurs? Ça, je sais pas. Mystère. Mais c'est vrai qu'il nous les manque en fait. Alors regardez, j'ai mis la caméra arrière
pour faire une petite marche arrière. Par contre, elle est vraiment de très très belle qualité. Ça, c'est chouette. Voilà. Et regardez, ce qui est marrant, c'est que quand les bips s'activent, regardez, là, ils se sont activés et en fait, la caméra devient un gros plan. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça peut permettre, dès qu'on s'approche un peu trop, finalement, la caméra fait un zoom elle-même pour nous montrer les alentours. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, on s'arrête ici et on fait nos petites conclusions. Alors, on est de retour chez S Automobile, la concession Peugeot de Charleville-Mézières. On va rendre le i3008 et on va faire une petite conclusion sur cette petite journée trajet qu'on a fait. Et pour ça, on va se baser avec un petit peu les informations du véhicule. Donc la première chose, c'est que on a fait à peu près 150 km, grosso modo, et on est parti avec une batterie à 100% avec 525 km d'autonomie. Ici, on est à 305 km d'autonomie avec 68% de batterie. Alors du coup, si on regarde avec 150 km, on serait à 450 km d'autonomie à 100%. Il nous manque à peu près 80 km. Où sont passés ces 80 km? Alors, au début, je me disais, oui, il manque 80 km, la voiture, elle ne répond pas à ses exigences. Et puis après, j'ai ouvert le tableau de l'historique, et puis j'ai étudié un petit peu le tableau, parce que je vois que j'ai une moyenne de roulage à 14,8 kWh par 100 km, ce qui est au final une moyenne qui est plutôt bonne. Avec une moyenne comme ça, je devrais pouvoir me retrouver dans mes kilomètres. Et si on analyse un petit peu notre petit tableau d'historique, là, ici, on a les 50 derniers kilomètres. Donc, si on a les 50 derniers kilomètres, on peut voir qu'on a des gros pics ici. Donc, là, on doit avoir deux côtes qu'on a passées. D'ailleurs, ici, à mon avis, vous voyez, on est à 45 kWh 100 km ici. Là, ça, c'est la côte des Masures. Vous savez, la fameuse côte des Masures où on a tiré un petit peu, où on a passé les 50 kW d'autonomie. Et si on revient un petit peu avant, là, je peux régler par 100 km. Donc, si on regarde ce tableau sur les 100 derniers kilomètres, on va même se baser plus sur les... on avait 68 km, je crois, pour revenir de Givet. Donc, si on part de là, au final, sur cette partie-là, notre consommation, elle est plutôt bien. Il y a juste cette petite pique. Donc, pour moi, je pense qu'on est quasi quand même, on n'est pas tout à fait aux 525, surtout qu'on a une conduite quand même assez soft. Donc, je pense qu'on n'est pas tout à fait aux 525 km d'autonomie réelle que nous promet la voiture. Mais par contre, je pense que on n'est pas loin quand même des 500 km. La consommation 14,8 kWh au 100 km, franchement, elle est très raisonnable. Et je suis assez satisfait de l'autonomie personnellement de cette voiture, même si au final, si on s'attarde simplement aux résultats du compteur d'autonomie, le calcul n'y est pas, comme on dirait. Mis à part ça, on fait quoi cette petite conclusion sur cette journée avec la i3008? Honnêtement, moi, ce petit volant 1, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup, alors c'est très Peugeot, mais en l'occurrence, ils l'ont très très bien travaillé ici en mettant ici une épaisseur supplémentaire, ce qui fait qu'on tient très très bien pour pouvoir tourner, pour pouvoir actionner les palettes qui sont fixes au volant. On est plus fin sur le reste, avec les mets plats de chaque côté, franchement, c'est super agréable. Je pense que il n'est pas dit que dans un futur, cette partie-là puisse disparaître et qu'on ait un volant un petit peu plus yo qu'à la Tesla. Au final, je pense que ça ne gênerait pas beaucoup, surtout que, encore une fois, elle a un excellent rayon de braquage et du coup, elle tourne vraiment bien. Et ça, c'est vraiment un super gros point positif que je lui trouve. Et on tourne à peine le volant et on fait vraiment une belle boucle. Si on se concentre sur l'habitacle, alors l'habitacle, en fait, c'est vraiment mes premières impressions sont les bonnes. L'interface, le fait de pouvoir bouger et accéder facilement à tous les éléments du tableau de bord, ça fonctionne à merveille. Et alors une chose que j'adore personnellement, c'est aussi ces trois espaces de rangement sur cette console centrale. On a cet espace ici, en plus qui est réfrigéré, je le rappelle. On a cet espace ici avec ce rangement et ces prises où on peut brancher des choses, les cacher ou même poser son téléphone, un autre téléphone qui serait en branchement, etc. Ici, le téléphone en charge à induction. Je rappelle qu'on a CarPlay et Android sans fil. Ce toggle, iToggle ici, avec ces petits widgets qu'on peut changer à l'infini, comme là par exemple où j'avais mis la navigation et l'énergie l'un à côté de l'autre. Ces deux écrans qui sont juste superbes, franchement, en plus cet écran qu'on a l'impression qu'il flotte,
c'est vraiment super. Le fait d'avoir ce petit côté vraiment engoncé, tout pour le conducteur, eh ben, je trouve ça agréable. Allez, la petite chose qu'on pourrait dire, c'est ça va peut-être gêner certains d'avoir un volant qu'on est obligé de mettre assez bas, hein, parce que si on le monte plus haut, ben, ça nous bouche la vue des écrans. Donc le fait de mettre le petit... Mais honnêtement, on s'habitue très très vite à la conduite, et je dirais même que c'est un petit côté plaisant. Et puis moi, personnellement, mes avis subjectifs, mais je trouve que le siège au niveau des lombaires n'est pas si confortable que ça. Et j'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu plus confortable. Mais ça, je ne m'attarderai pas là-dessus parce que je pense que les goûts et les couleurs, ça va à chacun et d'autres le trouveront peut-être très confortable. Autrement, cette voiture, franchement, elle est vraiment agréable. Moi, je suis assez surpris, je ne m'attendais pas à ça. Et je pense que tous ceux qui ont aimé la 3008, parce que beaucoup ont aimé la première 3008, enfin la première, en tout cas la dernière avant celle-ci, l'ont aimé. Tous ceux qui l'ont aimé, forcément, ils seront, je pense, très fans de celle-ci, parce que je crois que tout ce qui était bon dans la précédente a été gardé, mais a été amélioré. Et là, je crois qu'on est dans une perfection comment dire, de confort d'utilisation. Et moi, j'adore aussi ce petit sélecteur de vitesse qui s'infond complètement dans le tableau de bord. Il est super pratique à côté du bouton de start. Donc comme ça, on a vraiment le pôle motorisation ici. Quant à la voiture, 210 chevaux. On est sur le plus petit moteur qui existe. Pour l'instant, c'est le seul. Mais on est sur le plus petit qui va exister. Et franchement, on est ça, 210 chevaux en mode sport. Il pulse bien, il est confort. Franchement, moi, je m'y retrouve très très bien. Et donc, c'est une belle voiture.